j'ai sorti un livre, un podcast. La vie m'a fait sortir de l'anonymat tout doucement. Qu'est-ce qui t'a donné plutôt envie vraiment de te lancer dans la médecine, d'être médecin ? Non, mais en fait, c'est parti d'un événement un peu compliqué dans ma petite vie. C'est que je me suis étouffée et mon papa m'a sauvé la vie. Mais je suis comme tout le monde, hein, j'étais amoureuse de George Clooney quand je regardais Urgence. Et comment tu te projetais à l'époque ? J'étais vraiment dans le délire cap, humanitaire, sauver le monde. Hein. J'ai vite déchanté. Je me souviens d'un patient qui avait chuté d'une échelle parce qu'il était épileptique. Et t'es sur les lieux, t'as tout juste fini tes études, tu gères. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça, parce qu'ils ont l'esprit pompier, etc. D'autres qui le sont moins. Et moi, je le suis moins, clairement. Non. Bonjour Laure, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Parasympathique. Et déjà, première question, est-ce que tu vas bien ? Salut, merci à toi pour l'invitation. Et je vais très bien, je suis contente d'être ici dans tes locaux. Bon, on va tourner un petit épisode, là on en a pour à peu près 1 heure, on va parler de toi, on va parler de ton parcours. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, parce que tu es quand même bien présente sur les réseaux, est-ce que tu peux te présenter, dire déjà sur quel réseau tu es présente, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Je m'appelle Laure, je suis mariée et maman de 3 enfants de 17 et 5 ans. Et donc, je suis médecin généraliste. Ça, c'est mon métier de cœur, de passion. Et je l'exerce de différentes façons. La première, c'est une façon plutôt classique en maison de santé, en libéral, où j'ai une activité plutôt de prévention. Je vois beaucoup de jeunes, je pratique des IVG. J'aime bien le côté psycho, donc je fais aussi de l'EMDR. Si tu connais, c'est la prise en charge des psychotraumas et de l'hypnose. Ça, c'est mon activité, on va dire, de terrain. Et en parallèle, il y a 3 ans, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Le Cœur Net, qui est donc une chaîne de vulgarisation santé, une chaîne qui va lutter contre les fake med, comme on dit, les mauvaises médecines qui circulent sur les réseaux, etc. Et donc, je suis présente sur TikTok essentiellement. J'ai une cible, on va dire, plus jeune sur TikTok et aussi sur Instagram et un petit peu YouTube. Voilà. Alors c'est quoi ? C'est à peu près 200 000 sur TikTok, 50 000 sur Instagram et un peu moins sur YouTube ? Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Ok, trop bien. La première question, je vais la poser à tous mes invités parce qu'on est justement face à des vulgarisateurs de la santé. C'est que vous avez tous choisi un pseudo. Pourquoi tu as choisi, toi, Le Cœur Net ? Alors, Le Cœur Net, c'était parce que j'aimais bien ce petit jeu de mots pour l'idée, en avoir le cœur net sur les choses. C'est tout. D'accord. Ah, je l'avais pas pensé comme ça. Moi, j'étais plutôt un peu cardiologie, avoir un corps sain, le cœur sain. Ouais, mais en fait, c'est génial parce que finalement, je trouve que les gens le prennent de la façon dont ils préfèrent. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, t'as le cœur sur la main », des choses comme ça. Alors, j'avoue que je regrette un peu parce qu'il y a un peu ce côté cardio, alors que je fais pas uniquement de la cardio. J'en parle aussi, évidemment, c'est important. Mais voilà, après, finalement, j'ai pas mal évolué aussi. Au départ, j'ai donné ce pseudo-là parce que je voulais pas du tout donner mon nom de famille, etc. Et puis finalement, les choses, j'ai sorti un livre, un podcast. La vie m'a fait sortir de l'anonymat tout doucement. Alors finalement, il y a ce nom de chaîne et puis il y a tout simplement mon nom de famille en dessous. Ok, ça, justement, on va y venir. On va s'attarder un petit peu justement sur ce que les réseaux ont pu apporter, sur bénéfices. Est-ce que ça apporte des choses plus ou moins mauvaises ? Donc on en discutera, mais aussi une grosse question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la médecine initialement ? Alors le point de départ, il est vraiment parti d'un constat, assez simple en fait, que les jeunes ont des fois des mauvaises informations et ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que finalement souvent nous dans la santé, surtout peut-être en tant que médecin généraliste, on répète 1000 fois les mêmes choses en fait. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir réunir tout ça. Et ce que j'aime bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va au plus près des gens. Donc c'était ma 3e volonté, c'était finalement de pouvoir accéder à ces personnes qui vont être un peu esseulées, celles qui vont pas avoir forcément les parents qui vont les emmener vers un médecin, celles qui vont être un petit peu loin ou celles qui osent pas. Et j'aime bien toucher ces personnes-là. Je trouve que par les réseaux, finalement, on le sait avec malheureusement le harcèlement, il y a aussi beaucoup de négatifs dans les réseaux sociaux. Mais on sait qu'on peut aller toucher la personne dans son salon le soir quand il est tout seul. D'accord, donc c'est pour ça que tu t'es lancé sur les réseaux. Et si on remonte un petit peu plus loin, si on fait une anamnèse, donc pour ceux qui sont pas de la santé, du coup revenir dans le passé, faire un peu un retour sur l'historique, qu'est-ce qui t'a donné plutôt envie vraiment de te lancer dans la médecine, d'être médecin, de faire des études de santé ? Alors moi, ça a démarré à 8 ans.
8 ans Alors, tu vois, directement. l'anamnèse, elle est loin, elle est loin. Ouais, non, mais en fait, c'est parti d'un événement un peu compliqué dans ma petite vie. C'est que je me suis étouffée, le truc un peu qui peut arriver à n'importe qui. Malheureusement, j'avais mangé 2 rondelles de saucisson qui étaient collées entre elles par la peau. Et mon papa m'a sauvé la vie. Mon papa, il n'est pas médecin. Il n'y a pas de médecin d'ailleurs dans ma famille. Et en fait, il a pratiqué les gestes qui lui sont venus à l'idée. C'était pas forcément les bons entre nous. Mais voilà, finalement, il a glissé sa main dans ma gorge. Il a réussi à me sauver. Et cet événement-là, je m'en souviens. Et ça a fait ça a été un gros marqueur pour notre famille, forcément. Et voilà, je pense qu'il y a eu ça. Et après, il y a eu aussi des rencontres. J'ai eu un médecin de famille qui était très chouette et qui était à l'époque le père d'une amie. Et je trouvais qu'il avait une vision de la vie, de la société qui était très chouette. Et c'est vrai qu'au-delà du métier, il y a aussi toute cette ouverture d'esprit, j'imagine, qu'on peut avoir quand on rencontre aussi, grâce à nos patients, plein de gens, plein d'univers, plein de métiers. Et j'ai trouvé ça hyper attrayant déjà à l'époque, tu vois. Donc ouais, ça a démarré là. J'ai dit à mes parents, je veux être médecin. Alors à l'époque, je voulais, tu sais, quand tu as 8 ans et que tu imagines le métier, tu te vois avec une cape. C'est exactement ce que j'ai demandé, c'est comment tu te projetais à l'époque. J'étais vraiment dans le délire cap, humanitaire, sauver le monde. Hein. J'ai vite déchanté. C'est compliqué de sauver tout le monde, mais je pense que tu as déjà sauvé quand même pas mal de personnes. Et là, même, tu vois, là, on est à peu près à 20 ans après le début de mes études et je vois que le métier a tellement évolué, le système se casse la gueule et tout. Et je me dis, purée, cette petite fille qui te voyait avec une cape et tout, bon, on en est carrément loin. mais voilà, j'ai découvert le métier aussi différemment. Et en fait, un message que j'aime bien passer, c'est qu'il nous apporte beaucoup, ce métier. C'est vraiment, c'est chouette, hein. Franchement, il est dur et tout, mais on a aussi beaucoup de remerciements, les gens sont hyper attachants. Je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir exercer comme ça dans l'humain, quoi. Donc il n'y a pas de regret particulier du fait de t'être lancé dans ces études, même si ça change aujourd'hui? Alors le regret que j'ai, c'est par rapport aux choix politiques et ce qui se passe au niveau du système de santé qui fait que mes idéaux s'effondrent. Il y a vraiment aussi ce choix initial. Moi, j'ai fait de la PMI. J'aime bien cette médecine dans un idéal qui serait égalitaire. Pardon. Voilà, et on voit que finalement, la France tend vers une médecine à l'américaine, avec une médecine pour les riches, une autre pour les pauvres. Et ça, moi, ça me démoralise. Donc ouais, Est-ce que je regrette d'avoir fait ce métier? Évidemment non, mais je regrette la tournure que ça prend. On entend beaucoup de gens parler de déconventionnement, on entend beaucoup de personnes qui se réorientent et je trouve ça un petit peu triste. Non, je suis d'accord, puis je pense que j'ai eu un peu la même expérience que toi avec le médecin de famille. J'avais un médecin de famille qui était exceptionnel, qui l'est toujours. Et c'est vrai que ça inspire, et de voir des gens comme ça, on a envie que ça conserve et on n'a pas envie que le système il s'effondre et de perdre ces gens-là parce que le système les fait se transformer. Ouais, exactement. Et t'as pas envie de rentrer dans ce système où tu vas faire entre guillemets de l'abattage, voir les gens 5 minutes, tu vois, leur dire bonjour, leur coller un antibio et puis au revoir, fini, c'est hop, suivant. C'est affreux, quoi. Et finalement, il faut un peu militer, je trouve, pour réussir à prendre un peu le temps et dire bon, ça se passe différemment dans mes consultes. Malheureusement, on se fait rattraper. Et voilà, moi j'ai pas mal de collègues qui partent, hein, qui déconventionnent ou qui partent en médecine du travail alors qu'ils sont généralistes, etc. Et je les comprends, franchement, je les comprends. Du coup, moi je suis encore entre deux. Mais le métier, au fond, le métier en lui-même, il me plaît. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant quand on est dans la santé auprès des patients. Bon, je ne vais pas rentrer dans les sujets polémiques tout de suite parce qu'on va les garder pour un peu plus tard, mais en tout cas, c'est vraiment fou. Et puis, c'est vrai que ton histoire, elle est marquante. Je ne sais pas si beaucoup de médecins l'ont, parce que généralement, c'est des gens qui regardent un peu des séries, c'est familial, etc. Donc, c'est trop cool. Mais je suis comme tout le monde, hein. J'étais amoureuse de George Clooney quand je regardais Urgence. Quoique Green était pas mal aussi. Mais ouais, il y a des choses qui sont des événements marqueurs. Il y a eu celui-là, ouais. On y reviendra. Je crois que j'ai une question pour toi justement à la fin sur les séries médicales. Mais pour commencer, pour revenir petit à petit dans le sujet, est-ce qu'il y a des événements marquants qui t'ont marqué? C'est mal dit, mais est-ce qu'il y a des événements qui t'ont marqué justement dans ta carrière? Dans ma carrière, une fois que j'ai exercé, tu veux dire? Ouais. En fait, j'ai eu un gros déclic en travaillant en PMI, justement. Donc, après le début de mes études, j'ai fait comme la plupart des jeunes médecins, j'ai fait des remplacements.
Alors, le premier événement marquant, c'est que j'avais fait le choix de bosser en campagne profonde, à 3/4 des premiers gros hostos, et j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Ok. Je me souviens d'un patient qui avait chuté d'une échelle parce qu'il était épileptique. Et t'arrives, t'es sur les lieux, t'as tout juste fini tes études. Voilà, tu gères, mais il y a des gens qui sont faits pour ça, parce qu'ils ont l'esprit pompier, etc. D'autres qui le sont moins. Et moi, je le suis moins, clairement. Donc, tu vois, ça, c'est des événements qui te font dire aussi pourquoi t'es fait et pourquoi t'es pas fait, tu vois. Ce qui est intéressant, je me permets de rebondir rapidement, j'en ai discuté avec Doc FX que tu connais sur le premier épisode, et ce qu'il expliquait, c'est qu'il était pas spécialement fait pour ça au début. C'est que même il racontait qu'il avait peur du sang, etc. Et qu'en fait, il a trouvé des ressorts mentaux pour être fait pour ça, pour devenir, parce que maintenant il est médecin urgentiste et du coup il est confronté en permanence à ce genre de situation. Donc tu penses qu'on peut quand même progresser, changer, ou il y a vraiment des gens qui sont faits ou pas faits pour une chose? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a le tempérament de base. Et après, effectivement, il y a cet effet un peu, voilà, on mute, on gagne en expérience. Et tu vois, par exemple, je te cite cet exemple-là, mais au fond de moi, au fond, je l'ai géré, évidemment. J'ai géré comme il fallait. C'est juste que je suis rentrée chez moi 2 heures après l'événement, le patient allait bien, et là, je me suis effondrée. Là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas? Et à l'inverse, tu vois, pour rebondir, il y a eu d'autres événements marquants. Une fois que je me suis orientée plus vers la prévention, un PMI, je me souviens d'un matin où j'arrive au porche du CMS où je travaillais, et il y avait une jeune femme avec un enfant dans les bras qui avait dormi dehors toute la nuit, qui avait migré en fait en France et qui cherchait de l'aide. Et cette jeune femme, on l'a accueillie, on a parlé de son parcours. Il y avait des histoires d'excision, elle avait perdu un premier enfant dans ce contexte-là, enfin quelque chose de très lourd. Et en même temps, j'ai dit on parce qu'évidemment c'est tout un travail d'équipe avec des travailleurs sociaux, etc. On l'a accueillie, on l'a soignée son enfant, et on l'a aidée. Il y a eu, c'est con, mais cette femme, elle me marque. J'oublierai jamais en fait son regard ce matin-là où j'ai su qu'elle avait dormi devant le porche, quoi. Et en fait, au-delà de ce premier événement, après il y a eu toutes les consultes qui ont suivi, où tu la vois renaître en quelque sorte. Reprendre vie, entre guillemets. Ouais, malgré la souffrance. Et puis c'est aussi beaucoup de leçons de vie, tu vois, quand toi t'es là, que t'as dormi dans ton super lit king size, et que t'arrives le matin, que tu vois une nana pieds nus qui a traversé pour fuir des violences familiales. Ouais. Donc un événement marquant, ça a été celui-là, parce que aussi en équipe, donc avec les psys et les travailleurs sociaux, j'ai eu ce déclic-là, tu vois, plus de me dire en fait c'est plus cet environnement-là qui moi me convient. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je sais que j'essaye d'y penser aussi de temps en temps, parce que on peut être stressé pour des choses, mais des fois essayer de relativiser. Il y avait une étude qui était sortie, elle n'est peut-être pas exacte, je ne vais peut-être pas donner les vrais chiffres, mais ils avaient étudié le niveau de bonheur de femmes dans des camps de réfugiés, en Afrique subsaharienne ou quelque chose comme ça, avec des gens qui vivaient dans des capitales européennes. Et le niveau de bonheur moyen, il était à 6 ou 7, je crois, dans les capitales européennes, pour des gens qui étaient aisés, qui avaient un travail. Et il était à 8 pour des femmes dans des camps de réfugiés, parce qu'elles se disaient, ok, moi je suis en sécurité, mon enfant il est en sécurité. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage entre nous, notre vie, et puis ce que d'autres personnes peuvent vivre. Ah ouais, mais c'est incroyable. Mais tu sais, la santé pour ça, c'est énorme. Hein. Et ça, je trouve que tu le vois encore plus en milieu hospitalier, tu sais, dans des services lourds, type cancéro ou je sais pas quoi, où tu vois les mêmes mecs avec leur blouse ouverte dans le dos et tout. Et en fait, tu les vois, et puis en fait, tu vois que finalement, on est égaux face à ça, pour le coup. Et tu te dis, quel que soit le milieu, quand le coup près tombe... voilà. Bon, c'est super glauque, je suis en train de plomber ton podcast, mais voilà, je trouve que c'est des leçons de vie. Effectivement, tu rencontres parfois, grâce à ce métier, aussi des personnes qui sont bien plus, peut-être, pas forcément fatalistes, mais qui ont une vision de la vie qui est différente, la pulsion de vie. C'est vrai que c'est difficile, je me suis déjà posé cette question, elle est très mal posée, attention, il ne faut pas la surinterpréter, mais est-ce qu'on peut comparer le niveau de bonheur quelqu'un qui est en dépression, par exemple, dans on va dire un cadre, quelqu'un qui gagne 7 000 € par mois, qui a une vie hyper bien, mais il est en dépression, et quelqu'un qui est en train de souffrir dans un pays en guerre? C'est extrêmement dur, ce sujet-là aussi. Bien sûr. Je ne suis pas sûre que tu puisses comparer, d'ailleurs. C'est impossible, en fait, finalement, de comparer ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est fou.
Donc c'est trop bien de voir que ton parcours il s'est lancé comme ça. Je crois que j'avais une petite question en tête, mais elle va me revenir après. Et est-ce que tu as des anecdotes peut-être marrantes qui t'arrivent avec tes patients peut-être? Marrante. Ou qu'est-ce qui te fait le plus sourire? Des fois ils arrivent, ils disent des bêtises, ou il y a des surinterprétations, Ouais, c'est ça. En fait, mais en fait, je fonctionne beaucoup avec un petit peu, j'ai pas l'air comme ça, mais un peu d'humour ou de la. Ouais, j'aime bien charrier mes patients. Je pense qu'aussi c'est une façon des fois de provoquer, de créer aussi des changements d'un point de vue psychologique. Ça marche aussi pas mal, je trouve. Et alors, j'ai pas forcément d'anecdotes comme ça, mais ça va être plus de la bienveillance. Et puis souvent, ça se passe autour des gamins quand même. Les gamins, ils arrivent, ils plantent le décor, ils vont. Et je trouve ça drôle, tu vois. T'as des anecdotes de gamins qui vont dire ah ben, tu sais, ils vont comparer les ventres des deux parents, tu sais. Toi, t'es là, tu sais, la mère enceinte et puis le père qui a juste un peu de bush. Mais tu vois, toi, t'es là au milieu et en fait, finalement, tout le monde rigole. Et enfin, j'aime bien aussi cette ambiance-là. Une sacrée ambiance. Non, mais voilà, après, voilà, ça reste un métier hyper sérieux. On a cette position un peu rabat-joie, etc. Mais voilà, j'aime bien des fois un peu taquiner les gens. Oui, ben, continuez comme ça. Vous n'êtes pas sur la bonne pente, la bonne décision, mais bon. Ça va le faire, ouais. Vous reviendrez me voir, au moins je vous reverrai un peu plus. Des fois, je les chambre. Bon, si vous continuez comme ça, je vous encourage, hein, comme ça je vous reverrai un peu plus, tu vois. C'est un peu. Non, c'est bien qu'ils comprennent évidemment le second degré, parce que sinon, ils peuvent aller dans. Bien évidemment. Mais ça m'a fait penser à la question que je voulais te poser, parce que tu as parlé justement de ton premier événement qui t'a marqué dans la santé. Et on dit toujours que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Est-ce que tu as utilisé, même peut-être pendant ton internat, tu as sûrement dû être confronté aussi à des choses difficiles, est-ce que tu étais accompagné, est-ce que tu as utilisé des ressorts mentaux pour t'échapper ou justement résister, parce que c'est des sujets qu'on aborde finalement peu dans la santé? Ouais, c'est une super bonne question. Alors pendant mes études, non. J'étais la tête dans mes livres, j'avançais. Si bien que j'ai eu des moments un peu de solitude. Notamment dans des services, je me souviens de services de cancérologie où finalement, tu sais, des fois, tu te retrouves, tu es externe, donc tu n'as pas les responsabilités des internes ou plus. Et en même temps, du coup, tu es présent, donc tu fais beaucoup d'accompagnement et puis on ne te dit pas comment t'y prendre, donc tu fais beaucoup d'écoute. Bon, après, c'est comme ça que tu apprends un petit peu, mais j'ai regretté de ne pas avoir cet accompagnement-là. Ça m'a manqué. C'est dommage, moi je trouve ça fou qu'on ne forme pas les soignants, qu'on ne les accompagne pas, même pour leur apprendre à se vider la tête. Alors, ouais, on ne les forme pas là, à ce niveau-là, et je trouve qu'on ne les forme pas assez aussi aux techniques un peu de communication, de communiquer bien avec les patients. Et il y a beaucoup de patients qui sont un peu traumatisés. Enfin, un peu, c'est un euphémisme en fait. Je pense qu'il y a de réels traumas autour d'annonces diagnostiques ou qui sont mal faites parce que le médecin est pressé, parce que machin. Mais c'est en plus un truc de dingue. J'ai vu que justement l'annonce du diagnostic, il avait un impact énorme sur la fatalité ou non de la maladie derrière. Sur le processus de guérison, il y avait un vrai impact dessus. De toute façon, je pense que le psychologique de base a un impact énorme. Alors tu vois, on nous apprend les bases, tu vois, tu fais pas ça dans un couloir, tu te poses, tu te mets à hauteur. Mais en vrai... Voilà, je pense qu'on mériterait vraiment des cours. Des cours. Et puis pour revenir au psychologique en général, c'est vraiment arrivé après, tu vois, passer la trentaine, où je me suis dit, bon, bah là, il faut que je lise des choses, même sur un peu le développement personnel. Ça peut paraître con, mais je pense qu'un bon médecin, il doit aussi se connaître pour connaître ses limites, etc. Non, mais c'est un vrai sujet. J'avais posé la question à Doc FX et qui m'expliquait que lui, justement, face à des situations un peu compliquées, il avait presque un état naturel d'auto-hypnose, où en fait il sortait un peu de sa tête, du coup ça lui permettait d'avoir du recul sur la situation, et pareil parce qu'il a été confronté à des trucs très durs, et petit à petit il a appris lui-même. Et je crois que maintenant il essaie justement de former ses étudiants à ce genre de technique, à les sensibiliser, parce que c'est des sujets qui sont assez loin finalement. C'est drôle parce qu'on a les mêmes pairs dans le sens médical. On a fait tous les deux la même formation avec des professeurs qui nous ont appris l'hypnose. Et c'est des choses qu'on peut enseigner à nos patients. Et ça, c'est chouette. Et c'est rigolo parce que je le rejoins totalement. L'auto-hypnose, tu vois, tu peux faire de la thérapie conversationnelle, en fait, tu vois. Être en train de discuter, mais avec cette ambiance un peu vertigineuse. Et je pense que ça marche énormément, justement, dans les urgences, quoi. Gestion de la douleur, etc., la panique qu'il peut y avoir aux urgences.
Clairement. J'en profite parce que vu qu'on est filmé, n'hésite pas à grignoter en même temps. Surtout pas hésiter. J'ose pas, justement. Je vais avoir du croissant entre les dents. Faut que je parle plus du coup pour te laisser le temps de manger tranquillement, mais n'hésite pas. Autre question que j'avais, c'est justement comment tu fais pour te détendre après une grosse journée de travail. Ouais, alors bonne question. Ben, tu vois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai du mal encore à trouver un équilibre total. Ce qui va me permettre de me détendre. Une des seules choses que j'ai trouvées jusque-là, c'est le sport. Parce que ça me vide la tête et j'ai l'impression de penser à rien et c'est bien. Sinon, je suis quelqu'un qui cogite et qui aime bien remplir beaucoup, donc je fais beaucoup de choses. Après, ce qui va me détendre, évidemment, ça va être ma vie perso et de retrouver mes enfants. Et j'essaye, tant bien que mal, d'avoir des moments privilégiés avec chacun d'eux. C'est difficile parce que j'en ai 3. Mais tu sais, c'est des trucs de vie vraiment basiques où tu retrouves les tiens et où tu te dis, bon, bah, voilà, la petite histoire du soir, c'est le genre de choses, j'essaie de pas y couper, tu vois. Mais j'avoue que c'est pas assez. Pour le moment, j'ai pas encore l'équilibre total. Justement, on va y arriver. La partie présence sur les réseaux, vulgarisatrice, je sais plus comment on le dit. Tu le considères comme vie perso ou comme vie pro ? Pro. Ok. Ouais, pour moi, c'est un prolongement du métier de médecin. J'utilise les réseaux finalement assez peu pour ma consommation perso. Voilà, c'est comme ça. En fait, ça a démarré. Tu vois, j'ai fait de la PMI. Après, je me suis installée et j'ai fait le choix de faire un diplôme universitaire de journalisme qui m'a ouvert des portes. Et j'ai fait un stage chez France Télé d'1 mois où j'ai rencontré des journalistes reporters. Donc, c'était La Maison des Maternelles, une émission qui est top, qui existe toujours, qui est sur France Télé, France 2. Et en fait, c'est eux qui m'ont dit non mais Laure, y a ce besoin-là, etc. Lance-toi, tu vois. Tu disais pourquoi je m'y suis mise, mais c'est vraiment eux qui ont fait impulsion et j'avais pas Instagram, encore moins TikTok. Je me suis bien fait chambrer par tous mes potes et mes collègues, surtout quand je me suis lancée sur TikTok. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, avec le recul, ils me disent mais purée, t'as tellement bien fait. Mes gamins te suivent. C'est quoi encore ton compte que j'en parle à mon patient parce que voilà, il n'ose pas aborder telle et telle question de sexualité avec ses parents, etc. Et je me dis bon bah c'est cool. Je sens qu'il y a des besoins, donc je regrette pas. Mais ça a été eux le moteur à la base. Et en plus du coup ça t'aide aussi Est-ce que ça t'aide à mieux communiquer avec tes patients ? Est-ce que le fait de des fois s'entraîner, se poser devant la caméra, réfléchir à un sujet, ça peut aider à clarifier la pensée ? Et du coup quand tu es face à tes patients, du coup tu as des discours peut-être préfaits, mais qui sont vraiment cadrés, qui ont été réfléchis en amont et qui te permettent d'être plus clair avec tes patients. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça m'aide à bosser certains sujets. Donc, forcément, je les maîtrise un tout petit peu mieux. Après, c'est vrai que ce qui se dit souvent, c'est que pour bien vulgariser un sujet, tu vois, typiquement, tu passes dans une émission, je sais pas, sur le sucre chez l'enfant, etc. Pour bien pouvoir en parler sur un format même court, il faut très bien connaître ton sujet et l'avoir bossé plusieurs heures des fois avant. Alors, pas les trucs basiques de médecin G qu'on connaît à fond, mais les trucs un peu plus spécialisés, etc. Donc moi, ce que ça m'apporte surtout, c'est de maîtriser certains sujets que je vais dire et redire. Voilà. Après, sur la communication avec le patient, non, je pense pas, parce que je pense que ça n'a pas trop changé. J'essaye de pas trop faire l'amalgame et le boulot, le boulot au cabinet. Je fais pas forcément le lien avec les réseaux. Okay. Ça va être plus pour les gens à l'extérieur. C'est quoi tes thématiques de prédilection sur les réseaux ? Alors, c'est la prévention en général, avec 3 axes. Le premier, ça va être la sexo-contraception. Le deuxième, la parentalité et la grossesse. Ensuite, tout ce qui est hygiène de vie et sport. Et j'ai un 4e onglet plus urgence, gestes d'urgence. Tu vois, les numéros à connaître, les gestes à connaître, etc. Évidemment qu'ils ne remplaceront pas une formation, etc. Il ne faut pas se leurrer. On n'est pas là pour former dans des vidéos d'1 minute. Mais par contre, ça peut faire tilt chez certains. Mais clairement, il y a plusieurs histoires quand même qui apparaissent à droite à gauche sur les réseaux de gens qui ont sauvé des proches parce qu'ils ont vu une vidéo sur les réseaux et qu'ils ont réussi à la reproduire. Carrément. Je sais que tu dois peut-être le connaître, un TikToker, c'est un secouriste sur TikTok, il doit avoir 1 million, 2 millions d'abonnés, c'est assez énorme. Et du coup, ces vidéos, elles forment énormément de personnes à plein de gestes du quotidien, donc je trouve ça assez dingue. Ouais. C'est quoi ton process quand tu crées une vidéo ? Donc là, tu nous as parlé des grandes thématiques, mais comment tu choisis un sujet ? Comment tu l'abordes ? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton workflow là-dessus ? Alors moi, c'est assez simple, c'est que les idées me viennent de mes patients.
Et c'est pour ça que cette activité de terrain, elle me plaît trop aussi. C'est parce qu'en fait, les questions, elles viennent comme ça, tout simplement, quoi. Donc voilà, je vais avoir une question ou deux et en général, j'ai un petit post-it un petit post-it informatique sur mon ordinateur et je tape le sujet en question. Et ça va être toujours quand même un petit peu en lien avec l'actualité saisonnière, tu vois, les gastro typiquement en hiver et puis voilà en été le rhume des foins. Mais je fonctionne vraiment comme ça. J'essaye. Et comment ça s'est passé tes débuts? Est-ce que tu as eu une appréhension la première fois que tu as posté une vidéo? Comme tu disais, tu n'étais pas sur les réseaux. Moi, je savais non plus que j'étais pas trop dessus avant et je m'y suis mis petit à petit. Comment ça s'est passé Ça a été ultra progressif. Alors moi, à la base, je suis assez pudique et je voulais pas trop me montrer. J'ai commencé par des interviews. Alors justement, comme j'avais fait ce diplôme universitaire de journalisme, et ben j'avais ma première interview, c'était d'aller rencontrer Marina Carrère d'Ancos, qui est vraiment voilà, la femme médecin journaliste, féministe, romancière que j'admire, tu vois. Et c'était drôle parce que j'ai quand même mon métier, mon cœur de métier, c'est médecin, mais je me souviens être dans le TGV et puis arriver à France Télé à l'époque avec mes lights, ma caméra, il fallait régler le pied et tout. Enfin, tu connais forcément, mais tu vois, j'avais beaucoup de maladresse et c'était rigolo parce que je me suis installée, puis je voyais que le niveau du pied, c'était un peu long. Et puis à un moment, elle me regarde et elle me dit « Vous voulez de l'aide ?» Et c'était génial parce que je me dis « Purée, il y a encore du chemin. » Et en fait, l'interview, on l'a faite, c'était génial. Et ouais, ça a démarré comme ça. On me voyait peu, finalement, sur les vidéos. Et c'était très contrôlé, très écrit. Et puis finalement, avec le temps, et surtout TikTok, parce que le réseau social demande ça, et, j'ai appris à avoir un ton un peu plus léger, un peu plus spontané, finalement qui me ressemble plus. Mais voilà, tu sais, t'as des codes aussi, t'as l'image du truc. Et je suis contente aussi de montrer un peu plus aussi cette image décontractée ou de maman, typiquement. Des choses que je dis aussi souvent, c'est que je donne beaucoup de conseils. Et je le dis à mes patients aussi au CAB. Je donne beaucoup de conseils, mais en fait, j'y arrive pas toujours, tu vois. C'est pas forcément quelque chose que j'arrive à appliquer moi. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours le décalage entre la vie, l'image qu'on peut renvoyer sur les réseaux et ce qu'on fait vraiment. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut un peu ce côté authentique. Il faut être capable de dire, moi, je sais pas forcément le faire, parce qu'on est tellement noyé par les influenceurs qui ont une vie de dingue, etc. Ouais. Parce que c'est des moments de vie choisis, c'est des rushs qui sont choisis, tout est beau, tout est propre. Donc ça crée ce sentiment de ok, on est nul finalement par rapport à ça. Mais c'est très problématique d'ailleurs, le perfectionnisme sur les réseaux sociaux, qui viennent des médecins qui ont une vie de famille incroyable, tout est incroyable, etc. Mais ça vient aussi de n'importe qui va poster, tu vois, les nanas qui sortent de la mater et qui ont un ventre plat, zéro cerne et un gamin qui dort, tu vois. J'ai l'impression que ça va pas. Dis-moi si c'est faux ou pas, que c'est moins vrai sur les réseaux français. Je sais pas. En gros, j'essaie de suivre un peu des influenceurs médicaux, je sais que le terme tu n'aimes pas forcément, plutôt vulgarisateur, médicaux aux États-Unis et en France. Et c'est vrai que ce que tu dis, tu regardes aux États-Unis, t'as le médecin pédiatre, il a ses enfants, il a sa jolie bodybuildé de fou. Il fait de l'Ironman, il a son fils, machin, il fait la voiture. Tu vas dire que moi, 1m60, même pas atteint, mes galères, mes cernes. Mais du coup, ouais, est-ce que, en fait, peut-être que j'ai pas assez de recul, vu que je suis pas dedans encore vraiment. J'avais l'impression que c'était un peu moins le cas en France. Ouais, alors oui, effectivement, aux États-Unis, tu as des Dr Mike qui sont médecins, qui font de la boxe et tout. Je pense que c'est aussi culturel. Après, ce que j'aime bien dans cet esprit-là, c'est que c'est vachement bien vu finalement d'avoir plusieurs casquettes. Tu sais, tu as aussi ce côté... le côté tu entrepreneur, peux être, médecin. Ouais, et j'aime bien cette idée. Après tout, pourquoi un médecin ne pourrait pas... chroniquer, être acteur, ou enfin peu importe, je veux dire, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, s'il est bon et s'il connaît ses limites, encore une fois. J'aime bien ce côté-là. Après, je sais pas si les médecins français font plus de preuves de simplicité. Ce que je vois juste quand même, c'est que cette idée de perfectionnisme, c'est quand même là. Et c'est assez catastrophique. Ça, pour le coup, on voit les dégâts quand même. Tu vois les dégâts chez les ados qui vont se voir leurs idéaux de mode. Tu as aussi les burn-out parentaux. On sait aussi que ça vient
de communauté de mères un peu trop parfaite. Et ça, c'est dommage. Et c'est dur de déconstruire ça. Après, il y a des super comptes qui arrivent. C'est bien. Ouais, donc la plupart, je pense que peut-être que je suis pas tombé dessus parce que de fil en aiguille, tu suis des gens qui te correspondent. Et donc c'est vrai que j'ai pas l'impression de voir des comptes trop parfaits en santé. Donc l'image qui est renvoyée est cool. Ouais. Mais un sujet qui est hyper intéressant, comme tu dis, peut-être qu'en France, on est un peu moins à montrer d'autres aspects. Est-ce que justement, il n'y aurait pas le côté, si je suis médecin et que je montre à côté que j'ai une vie d'entrepreneur, il y a le côté un peu mélange argent et santé. Et du coup, ça pourrait entraîner justement, les gens, ils veulent scinder parce qu'ils ne veulent pas être catalogués comme médecin business ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. C'est vrai que c'est la problématique de l'argent. Je sais que les Français n'aiment pas. Peut-être. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de qualification. Il y a un métier, tu es fait pour celui-là et pas forcément pour un autre. Et c'est un peu réducteur. Je trouve ça dommage. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs casquettes. Mais ça emmène à un sujet qui est hyper intéressant. Et donc là, c'est parfait. La transition, elle est parfaite. Est-ce que justement, avec ton rôle de journaliste, de chroniqueuse, tu as reçu des critiques ? Et je vais commencer ma question par des critiques de pairs. Est-ce qu'il y a des pairs qui t'ont critiqué ? Est-ce que tu as déjà reçu plutôt des échos, parce qu'on ne le dit jamais frontalement, de gens, ok, bon, ce qui est fait... Écoute, non. Au départ, quand je me suis lancée, j'ai des amis médecins, donc des pairs qui étaient très dubitatifs et qui, tu vas danser derrière ta caméra et tout, c'était très réducteur. Et ça me faisait de la peine parce que je voyais bien aussi qu'ils connaissaient pas forcément le réseau en question. Et tu vois, TikTok, typiquement, tout le monde critique TikTok et même moi, il y a certains trucs que j'aime pas du tout. Il y a beaucoup de mauvaises choses sur TikTok. Mais à côté de ça, tu as des jeunes qui, avec des petits moyens, sont hyper créatifs. Développent leur créativité, même si c'est de la danse, tout ce que tu veux. Quelque part, c'est de l'art, des fois, c'est des passions, c'est des choses qui peuvent les aider à sortir d'autres choses. Enfin, faut pas voir que du noir. Il y a aussi du positif, tu vois. Et j'ai eu des petites critiques, mais plus parce que ces personnes-là voyaient pas l'intérêt. Ouais. Et je leur en veux pas. Et du coup, là, la semaine prochaine, si tout va bien, ça n'a pas changé, je vais recevoir un prix de l'Académie de médecine. Et tu vois, ça c'est cool parce que c'est vrai que là où j'ai pu douter au début, finalement, ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer, tu vois. Donc ça veut dire que c'est intéressant, c'est que l'Académie de médecine, généralement, c'est des institutions un peu vieillottes, ils se sensibilisent quand même à ces sujets-là. Ouais. Et que ça les intéresse. Ouais. La semaine dernière, je suis allée... en fait, c'est la Fondation Descartes qui organisait à l'Académie de médecine justement un colloque sur l'information en santé. Comment informer les gens, etc. Et il y avait toute une thématique autour des réseaux sociaux. Et effectivement, le public, tu vois, la moyenne d'âge, c'était 60 ans, tu vois. Ouais. Et tu te dis... et ça a été applaudi. Ça a été... de toute façon, d'ailleurs, il disait bien, les institutions, que ce soit l'HAS, les autorités de santé, tout ce qui émet des infos hyper importantes en santé, n'y arrive pas. Et la problématique, d'ailleurs, ça a été au moment du Covid, en fait. Les communications, elles étaient mauvaises. Ah bah oui, clairement. Un influenceur lambda, il avait 10 fois plus de force de frappe que les spots à la télé ou des choses comme ça. Donc, bien sûr, parce qu'on ne touchait pas les gens, il fallait les toucher, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais on peut aborder ce sujet-là aussi. Donc il y a YouTube, par exemple, là, qui est en train de mettre la certification YouTube Health, etc. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense que oui, je réponds à la question quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de formater les gens, qu'en fait, il y ait presque une guideline qui soit écrite et que si on veut créer du contenu dans la santé, on doit respecter cette guideline et du coup, il y a un peu... Non, la guideline la plus importante, ça va être de suivre des sources qui sont fiables, en fait. Et après, les gens, ils doivent être éduqués à ça. On doit, dans un idéal absolu, j'aimerais bien, moi, à terme, sur les réseaux, il faut que je le fasse, c'est, tu vois, apprendre aussi à peut-être à lire une étude scientifique, à comprendre un peu les cheminements et pourquoi nous, on vous dit plutôt d'aller faire ci plutôt que ça. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, je vais bientôt débunker une vidéo sur, je sais pas, de mettre l'oignon. J'ai vu un truc, de mettre un oignon sur une oreille, soi-disant pour traiter une otite, tu vois. Alors,
tu peux discuter des remèdes de grand-mère, de l'effet placebo, etc. Mais c'est important d'expliquer aussi qu'il y a des études, tu vois, quand c'est bactérien, point. Et je pense que non, l'idée, c'est pas forcément de formater, mais par contre, moi, je suis super fière de faire partie de cette équipe du Tulle Health, d'avancer là-dessus. T'es dans l'équipe du coup? Ouais, je fais partie avec FX. On réfléchit en ce moment à des stratégies de publication aussi pour toucher les gens comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai que grâce à nos diplômes, on sait faire la part des choses, quoi. Et il y a un moment, tu vois, si les études elles durent 10 ans, c'est aussi pour ça, c'est pour communiquer justement. Évidemment, à la période du Covid, c'est ça qui était compliqué, c'est que les gens ne savaient pas. Trouver la bonne information au bon moment, c'était très compliqué. Ouais. Et c'est terrible quand l'info que tu dois donner, c'est on ne sait pas. Alors les gens, finalement, ont essayé de donner des infos, mais qui n'étaient pas toujours bonnes, et c'est parti complètement en lettres. Et voilà. Donc l'idée, c'est de passer des messages qui soient sourcés, validés par l'OMS, validés par la HAS. Et une fois qu'eux savent que nous, on fonctionne comme ça, c'est chouette qu'ils puissent nous mettre en avant, quoi. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de review par les pairs, comme des articles scientifiques, donc d'autres youtubeurs qui reviewent d'autres youtubeurs sur... Ouais, carrément. Typiquement, pour un médecin généraliste comme moi, mais moi, je le fais déjà, en fait. De temps en temps, j'appelle des potes dermato ou gastro, peu importe, qui sont des jokers. Et je leur dis, bon, là, dans ma formation, on est bon. Est-ce que tu aurais un lien d'étude à communiquer ? J'essaye souvent de communiquer mes sources. Et je le fais déjà. Alors, est-ce que ça peut se faire avec une entité qui nous regroupe ? Pourquoi pas ? Mais après, finalement, quand tu as un travail de terrain, tu les as, ces relations-là. Est-ce qu'il y a un sujet que tu n'as jamais osé aborder ? Waouh, bonne question. Justement, sur les réseaux, j'essaye souvent de dire qu'il n'y a pas de tabou. Donc, si je ne l'ai pas fait, c'est pas encore. Okay. Mais honnêtement, j'ai pas peur d'aborder les choses. Après, si je peux te dire, par exemple, ce qui s'est passé là au mois de novembre, puisqu'il y avait Movember, j'ai fait 2 vidéos coup sur coup. Une première sur la dysfonction érectile, une seconde sur le toucher rectal. Pourquoi ? Parce que Movember, c'est ça, c'est le diagnostic des cancers masculins. Je les garde, mes vidéos, etc. Seulement, ça m'a fait chuter totalement des statistiques, etc. Et c'est dur quand toi, t'es... Tu parlais de sexualité, je sais qu'il y a des mots un peu bannis, il ne faut pas trop les... Ouais, et c'est con, c'est tellement con. Tu vois, moi, toi, t'es là, tu passes du temps, tu fais tes vidéos parce que tu estimes que c'est des sujets importants, et je persiste à le penser. Mais derrière, il y en a un qui m'a enlevé le son, et l'autre, les vues ont totalement diminué. Alors toi, t'es là, tu travailles, et tu te dis, est-ce que je vais continuer ? Alors la réponse est oui. C'est vrai, du coup, c'est très intéressant d'avoir une certification, parce que du coup, tu certifies des comptes santé, et donc du coup, ils peuvent parler librement. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Dans un idéal, ne pas être banni, ça serait top. Et il n'y a pas ça encore sur Instagram. À l'inverse, tu vois, TikTok, je reviens sur cette plateforme, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé mes diplômes, et à partir de là, ils m'ont fait faire des lives. Ah ouais ? Ouais. Okay. Alors des lives, c'est assez drôle, hein. T'es quand même tout seul chez toi dans ton petit bureau, à moitié en pyjama une fois sur deux, et quand tu fais ton live, t'arrives jusqu'à 20 000 personnes qui le voient, qui sont là, qui chattent avec toi, qui posent des questions. C'est fou, tu vois, c'est assez vertigineux de vivre ça, tu vois. Après, bon, j'en reviens un petit peu parce que ça reste un boulot où tu es tout seul derrière ton écran. Il y a beaucoup de dépressifs qui sont sur les réseaux. Donc, je pense aussi que c'est pas la vraie vie. Et l'idéal, ça reste de faire un colloque, je pense, en public et d'avoir cette vie et cette ambiance. Mais quand même, tu vois, les réseaux, ils permettent ça. Le soir-là, ou quand j'ai fait, c'était essentiellement autour de la contraception. Tu te dis, voilà, j'ai pu éventuellement toucher ces personnes. Peut-être qu'il y aura moins éducation sexuelle. Mieux c'est fait, moins tu as d'IVG, de grossesse non désirée, d'IST, ça retarde l'âge des premiers rapports sexuels. Enfin bref, donc je me dis, ils ont peut-être pris conscience de ça. Tu viens d'aborder un sujet qui est hyper important, je n'ai jamais posé cette question-là. Tu viens de parler donc, en effet des personnes qui peuvent être atteintes de dépression. C'est sûr et certain que tu dois recevoir des sollicitations spontanées sur les réseaux, des demandes d'aide, etc. Peut-être de gens qui sont justement dans une détresse. Est-ce que tu traites ces messages ? Comment tu fais ? Ouais, alors j'en ai tous les jours. Mais de la détresse au sens très large, tu vois. Ça peut être le questionnement médical, récent, moins récent, et puis ça peut être de la détresse psychologique. Alors,
En théorie, je suis censée vous dire, je les lis pas et et je réponds pas. Après, en pratique, je guette et quand je vois que ça tourne autour de la violence, etc., évidemment, j'oriente. Ok. Après, mais j'oriente rapidement, tu vois, vers Fil Santé Jeune, vers des assos qui gèrent. Après, je le communique souvent. C'est très clair, tu peux pas aider les gens sur les réseaux. C'est horrible, hein. Il y a tellement de... Surtout quand tu as de la visibilité, il y a le volume. Tu peux Non, pas puis tu connais pas leur situation. Ouais, et puis t'es pas bon, quoi. Mm. Tu peux être malveillant sans le vouloir. Mais... Ouais, parce que tu as trop de sollicitations. Non, c'est un vrai sujet parce que en effet, tous les vulgarisateurs, toutes les personnes qui sont visibles sur les réseaux dans la santé mettent toujours ce disclaimer, machin, on lit pas les messages, etc. Et derrière ça, il y avait un peu la question sous-jacente de justement comment gérer cette charge mentale. Parce que contrairement à un patient que tu vois, tu l'as en face de toi, il te raconte son problème, tu peux l'aiguiller tout de suite, mais quelqu'un à qui tu répondrais pas sur un réseau, est-ce que tu peux avoir cette lente litanie en tête? Ok, je l'ai pas aidé. Bon, est-ce qu'il a été vraiment bien? Est-ce qu'il risque pas de faire un truc un peu débile? Ouais, c'est dur. Et puis les gens, des fois, sur les réseaux, ils pensent qu'on est tout le temps derrière notre réseau, alors que, comme je te disais, concrètement, moi, j'allume, évidemment, je scrolle comme tout le monde pour voir ce qui se fait, etc. Je like des confrères, etc. Mais j'ai une utilisation pro, et heureusement, parce que sinon, je passerais 15 heures par jour sur mon téléphone, quoi. Donc, il faut prévenir les gens que sur les réseaux, tu peux trouver, chez moi, comme je fais de la prévention, il y a les numéros d'urgence, il y a les violentomètres, il y a pas mal d'infos qu'on peut aller chercher. Après, malheureusement, faut pas aller discuter avec la personne. Là, c'est fini, quoi. Ou à l'inverse, par contre, si ça me touche et que je sens que ça peut apporter au collectif, je vais faire une capture de la question en anonymisant, pardon. Et là, je vais répondre et ça permet d'aider plusieurs personnes et ça reste figé sur le réseau. Tu viens de parler de ton utilisation des réseaux. Déjà, peut-être première question, combien de temps tu passes par semaine à faire de la créa de vidéo? Ouais, alors moi, j'ai diminué même mon temps de travail au cabinet, donc je travaille plus que 3 jours par semaine au cabinet. Et les 2 jours suivants, ça va être du travail de bureau et essentiellement tourné vers les réseaux, mais pas que, parce que j'aime bien faire de la radio, un petit peu de télé, etc. Ou des podcasts, tu vois. Mais tout est tourné un petit peu autour de ça. J'essaye d'être, entre guillemets, un petit peu efficace en concentrant des moments d'écriture et puis des moments où je tourne. Voilà, donc on peut dire 1 jour et demi facile, ouais. 1 jour et demi quand même, ouais. Ça devient une grosse partie. Et Ça devient une grosse partie. À terme, c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu penses équilibrer, garder toujours comme cette activité de terrain pour être en contact avec le terrain? Comment tu vois ton futur? Alors mon futur, ce sera forcément avec une activité de terrain, ça je la quitterai jamais. Par contre, je verrai plus un métier tourné vers le journalisme, avec plus une équipe, du monde, des gens que tu côtoies, un travail d'équipe que je rebalancerai sur les réseaux. Je me vois pas, perso, à terme, continuer à faire des vidéos toute seule. Il y en aura de temps en temps, mais plutôt spontané au cabinet médical, comme j'en fais de temps en temps quand j'ai entre 2 patients 2 minutes sur un sujet. Mais je verrais plus la chose évoluer vers un truc un peu plus pro, entre guillemets. Et comment tu le vois? Commencer à gagner de l'argent vraiment avec les réseaux? Je sais pas si c'est un sujet tabou ou pas, si c'est un sujet qui est sur la table. C'est pas un sujet tabou, mais... Je sais qu'on a parlé avec DocFX, justement, lui, son objectif, c'est d'avoir une chaîne qui tourne pour justement recruter une équipe et monter son niveau de prod, comme beaucoup de youtubeurs, par exemple. Ouais, mais ça rejoint un petit peu ça. Ouais, mais ce serait plus, c'est pas tellement pour avoir un revenu, parce que le métier, je l'ai déjà, mais c'est plus avoir un revenu pour faire que ça tourne, et puis avoir aussi cette reconnaissance-là, en faire un vrai média, entre guillemets, si je peux, tu vois. Tu as parlé tout à l'heure de justement ta consommation des réseaux sociaux. De quel autre créateur de contenu tu t'inspires dans la santé? Et je vais te poser la question jumelle après, hors de la santé. Eh ben, oh là là, il y en a plein qui m'inspirent. Dans les personnes que j'aime le plus. Ça servira aussi de recommandation pour les invités sur le podcast à la suite. Prochain podcast. Non médecin, j'adore Océane Sorel, qui a un compte qui s'appelle The French Virologist.
Elle est très technique dans ses approches, elle cite beaucoup ses sources et j'adore. Je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps en physique, yes. Tu vois, les choses arrivent, elle passait au-dessus, au-delà de l'écran, tu vois. Ça fait du bien de voir les gens en vrai. D'ailleurs, elle avait 4 têtes de plus que moi et c'est là que tu vois que les réseaux aussi, c'est rigolo, t'as une vision déformée de la vraie vie. Elle me dit, ah, tu fais plus grande. Non, je plaisante, elle m'a rien dit du tout, mais j'ai pensé très fort à ce qu'elle se disait. Non, sans blague, ouais, Océane, c'est pour moi une vulgarisatrice parfaite dans le sens où elle amène énormément d'humour avec du contenu ultra quali. Ça, ce serait un des comptes que je préfère d'un point de vue santé, enfin santé non médecin mais santé. Et hors santé, écoute, moi j'aime bien les médias sociétaux, voilà, qui vont chercher de l'humain ou des anecdotes un petit peu. Voilà, qui vont faire parler les gens sur leurs ressentis et partager des émotions. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça, mais peut-être un truc comme Simone. Tu vois, c'est des médias assez féministes, mais qui vont te raconter un petit peu aussi des brèves ou des anecdotes ou des je dirais tu vois, des anecdotes de vie. Ça me touche des fois. Tu vois, ce qu'a pu vivre une personne et comment elle a fait des fois tu vois, d'une faiblesse ou d'une maladie une force. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Est-ce que tu consommes du contenu mainstream, donc des gros youtubeurs, qu'ils soient français ou internationaux, des Squeezie, Inoxtag, etc., justement peut-être pour aller apporter de la créativité, aller chercher de la créativité chez eux pour l'intégrer dans tes vidéos ou même sur le rythme des vidéos, parce que je sais qu'ils ont un gros travail. Moi, je suis un très grand fan de MrBeast pour le travail qu'il fait, pour la philanthropie, etc. Et ces vidéos, elles sont travaillées. Le mec, c'est devenu un scientifique de YouTube presque. Carrément. Carrément. Écoute, pas assez. Certainement pas assez. Après, j'ai pas l'ambition tu vois, de vous faire leur travail non plus, tu vois, mais ils sont très forts dans ce qu'ils font. Après, je pense que c'est aussi une question de temps, simplement, tu vois. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes. Il y a aussi, tu vois, des nanas comme Léna Situation. Oui, très forte. Tu vois, donc Léna, elle est partie d'une histoire de harcèlement au collège pour aujourd'hui devenir une égérie de grande marque de luxe. Elle a créé sa marque, elle est très plébiscitée et c'est une belle jeune femme qui a beaucoup de valeurs familiales, etc. Et je trouve ça chouette de voir ces histoires-là. Tu vois, ça rejoint un peu, je te disais, les histoires que j'aime bien parce que je trouve que pour le coup, elle aussi, elle communique beaucoup sur, tu vois, les aspérités de la vie, tu vois. Comme quoi, c'est pas lisse. Tu vois, il y a des gens qui se sont moqués d'elle parce que, soi-disant, elle était trop grosse ou trop si pour porter une telle ou telle robe. Alors bref, c'est pas médical, mais j'aime bien cette idée aussi de communiquer sur les relations humaines, quoi. Est-ce que tu reçois des fois des retours de tes enfants? Parce que eux, du coup, qui doivent sûrement peut-être consommer un peu plus les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'ils disent, maman, là, c'est pas bon, là, c'est pas assez dynamique, rajoute ça, ou regarde ce qu'il a fait, lui. Non, mes petits sont vraiment trop petits, ils n'ont pas accès à tout ça, Pas encore, ok. heureusement, pas encore. Mon grand a eu 10 ans. Et non, alors c'est rigolo, mais par curiosité, ils m'ont demandé, mais tu sais, genre il y a 2 mois, t'es sur quoi parce que YouTube et tout, ça marche, etc. T'as combien d'abonnés? Ah ouais, quand même, ils ont eu cette surprise-là. J'essaye beaucoup de faire la part des choses. C'est rigolo parce que souvent, quand je tourne mes vidéos, il y a ma gamine qui s'assoit au pied de la caméra, là, et puis qui fait 1, 2, 3, vas-y, tu sais. Elle a 5 ans, tu vois, je précise. Ça va susciter des vocations. Alors, une fois sur deux, t'entends des. Tu sais, elle fait des vieux bruits, alors je suis obligée de reprendre. Mais non, pas pour susciter des vocations, mais je trouve déjà que les écrans prennent beaucoup de place dans nos vies, dans ma vie pro. Du coup, j'avoue que j'ai fait un gros travail ces 2-3 dernières années pour pas trop les montrer. Et au-delà de ça, même à table, on a une règle d'or là, avec mon mari. On pose nos portables un peu loin, souvent les met sur silencieux au moment des repas. Ça peut paraître bateau, mais tu sais aussi que tu peux te faire tellement avaler par ça, par le ding, par le machin. Du coup, on aimerait, enfin dans un idéal, montrer aussi qu'on arrive à être connecté à notre famille plus qu'au réseau, quoi. C'est un vrai sujet. Comment tu vas aborder ces sujets-là, justement, de consommation des réseaux sociaux avec tes enfants?
Est-ce que c'est des sujets que tu vois avec eux, de leur dire comment tu vas leur mettre des limites, entre guillemets? Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai été sollicitée par le ministre de la Transition numérique, Ok. Jean-Noël Barrot, qui a fait venir plusieurs influenceurs. J'étais la seule médecin. Il y avait des psys, des créateurs de contenu au ministère. Et on a parlé des écrans, l'impact des écrans chez les petits, les ados, et comment les aider. Justement, pourquoi ? Parce qu'il y a les dérives qu'on connaît. Il y a l'usage des écrans chez les tout petits, l'impact sur le poids, le langage, etc. Mais chez les ados, tu as les nudes, enfin voilà, le fait qu'ils se retrouvent justement sur YouTube, les restrictions qu'il faut mettre en place, etc. Et donc, je travaille avec un organisme qui s'appelle Internet sans crainte, qui est un organisme qui crée des aides aux parents. Familinum, ça s'appelle comme ça. On peut retrouver ça sur les réseaux, sur Internet. C'est gratuit. On a donc des aides et des outils pour voilà, aider les parents de jeunes ou moins jeunes enfants. Et moi, j'ai participé à cette étude-là, enfin à ces écritures-là, notamment donc avec des psys. Dans les psys, donc il y a les équipes de Kids and Family qui sont aussi à la maison des maternelles. Tu vois, c'est rigolo parce que tout le monde se coupe. Ouais. Recoupe et c'est un extra. Et ouais, on a abordé ça. On a aussi on a fait des fiches aussi pour les gens dans le milieu du travail, tu vois, les instituts, les éducateurs, etc. Comment gérer les écrans. Et tu sais, le gouvernement avait mis en place des règles, les 3, 6, 9, etc. Il y a des règles d'âge, mais en fait, ça va pas, c'est pas aussi simple. Oui, ça dépend de la maturité de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. Exactement. Donc finalement, d'avoir créé ce truc-là, j'essaie de l'appliquer chez moi. J'essaye, je dis bien. Et tu vois, typiquement, mon aîné, ouais, il a pas eu d'écran quasiment avant 3 ans. J'y arrivais, dur comme fer et tout. Mais t'imagines la troisième qui a 2 grands frères qui sont à fond. Et tu vois, t'arrives, jamais tu tiens jusqu'aux 3 ans. Donc, c'est quoi le compromis ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce qu'on met des règles dans la semaine ? Après, c'est propre à chacun, mais voilà, moi, je fonctionne beaucoup avec... Alors, c'est horrible de dire ça, mais le chantage, ça marche trop. Les parentalités positives, ils sont tous par terre. Mais juste pour dire que typiquement, tu vois, ton gamin, quand il est sorti, il allait se balader en forêt pendant 2 heures. Bah oui, il a le droit à des écrans. Et par contre, l'écran accompagné, tu vois, tout ça, c'est pas juste le gamin tout seul devant son écran pendant que t'es pas là, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai vu là une vidéo d'un entrepreneur, influenceur, Yomi Denzel, peut-être que tu vois c'est qui a fait une vidéo qui m'a marqué. Il disait, c'est vrai que je plains presque les jeunes d'aujourd'hui qui ne connaîtront pas le plaisir de revenir de l'école en courant, d'aller prendre leur goûter, leur tranche de pain avec 2 carrés de chocolat et puis après d'aller jouer au stade de foot ou d'aller courir en forêt. Et c'est vrai que ça m'a marqué quand il a dit ça parce que je me projetais là-dessus. Quand tu vis un peu dans des villes périphériques, pas en plein centre-ville, c'est ce qui se passe. Tu rentres de l'école, t'es comme un fou, tu vas regarder vite fait un dessin animé et puis après le but c'est de sortir dehors le plus vite possible. Ou le week-end, tu as envie de sortir à 8h30. Moi, je voulais sortir dehors. Aujourd'hui, à 8h30, 8h30 ça pique un peu. Mais on n'avait pas le choix. Le matin, on lisait ce qu'il y avait écrit sur la boîte de céréales. Oui, et on... oui, mais du coup, c'est vrai que c'est... Ça, ouais, je ne sais pas où est-ce que ça va nous emmener. Est-ce que, de toute façon, tous les écrans, c'est sûr qu'ils vont avoir un impact terrible sur le mental. Mais terrible, ouais ou non. En fait, c'est ça. L'idée, c'est que de toute façon, c'est là. C'est comme l'intelligence artificielle, tu vois, c'est là. Maintenant, il faut composer avec. Il y a du bon, il y a du pas bon. Moi, je pense que les règles, tout simplement, pour les parents, c'est la communication, tu vois. C'est voilà, dire ce qui peut être bien, ce qui peut être moins bien, ce qui peut faire du mal. Et après, ben ouais, à quel âge tu donnes le premier portable, ça c'est très perso, tu vois. Les gens séparés, souvent c'est plus tôt. Après, d'autres tiennent un peu plus tard. Après, il y a la société qui fait que tout le monde en a un. Et quand tu es en marge, c'est compliqué. Enfin, voilà. Alors après, nous, c'est juste notre boulot de médecin. On va conseiller, tu vois. On va un peu dire, voilà, nous, ce qu'on peut vous rapporter, etc. Ouais, mais c'est une vraie question, tu vois. C'est pas simple. C'est tellement, on va dire, c'est tellement plus simple que de laisser son gamin devant Peppa Pig pendant 2 heures pendant que toi tu fais autre chose. Ouais, parce que ça l'occupe, c'est difficile en réalité. Ouais. Exactement, c'est difficile d'élever les enfants, tu vois, d'être vraiment avec eux. Mais je veux dire vraiment, tu vois, de bien les connaître, bien discuter, tout ça, ça prend de l'énergie. C'est pas simple. C'est des gros sujets. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour terminer. On a parlé donc de tes potentielles inspirations sur les réseaux, etc. Maintenant, j'ai envie de parler de collaboration. Avec qui tu as fait une collaboration qui t'a particulièrement plu ? Ou une vidéo que tu as co-créée, co-pensée, ou avec qui vous étiez à 2 dessus, ou un truc comme ça. Que ça soit sur tes réseaux ou sur les réseaux du partenaire.
Ouais. Écoute, il y en a plein. Parce que je le fais avec, quand je fais des collabs, comme on dit, des vidéos partagées avec d'autres personnes, ça me plaît à fond. Et là, dernièrement, j'ai fait une vidéo avec une fille d'un compte qui s'appelle Amstouille. Et c'est un compte de diversification alimentaire. Alors, tu vois, c'est assez spécialisé. Et en fait, elle conseille les personnes. Alors, moi, les vidéos qu'on a faites, on a fait deux. C'était sur l'introduction des allergènes et sur la diversification tout court. Et tu vois, les allergies aux protéines de lait de vache, etc. Et ça, c'est des questions qui sont très stressantes pour les parents, tu vois. Et j'ai adoré la façon dont ça s'est passé. Et du coup, là, tu vois, on s'est rappelé dernièrement, on s'est dit, mais ça match à fond, tu vois, on se comprend. Et j'étais fière de pouvoir aborder ces sujets-là qui sont un peu pointus, entre guillemets. Et voilà, donc on va faire un live prochainement. Trop je bien. dirais elle. Et la collaboration que tu rêves de faire, j'ai posé la même question à DocFX. Lui, il allait plutôt sur le mainstream, faire une collaboration avec Inoxtag, peut-être justement mixer sport et santé et quelque chose comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de Lena Situation. Est-ce que voilà, il y a une collab de rêve que tu aimerais faire? Purée, une collab de rêve. Est-ce que ouais, je sais pas. Mais ouais, ça pourrait être une vidéo avec Léna, tu vois. C'est un bon exemple. Mais tu vois, j'y avais jamais pensé. Mais je sais pas si c'est de l'ordre du rêve, mais c'est vrai que c'est des personnes qui pour moi sont inspirantes, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a My Better Self, c'est des comptes d'acceptation aussi de soi, etc. C'est ce genre de personnes, ouais, ça pourrait être cool de passer des messages, notamment contre le harcèlement typiquement. Oui, c'est vrai que ça, c'est des gros sujets. Et maintenant, on va parler un petit peu de futur avant d'arriver sur la conclusion. Et il y aura une petite partie, je vais te faire un petit quiz aussi rapidement. Est-ce que tu peux nous teaser un projet secret que tu as dans les cartons? Mais si c'est secret, je ne vais pas en parler. Le teaser, nous projeter un petit peu. Ou est-ce qu'il y en a? Donc ça veut dire qu'il y en a. Il y en a. Il y a des sujets secrets. Il y a des sujets secrets. Ouais, mais non, mais l'idée, c'est d'avancer encore plus côté vulgarisation et d'aller au plus près des gens et des jeunes. Voilà. Très bien. Donc avant de partir sur la conclusion, on est parfait dans le timing. Là, je vois qu'il est tout juste midi, parfait. Un petit quiz là, de 10-15 questions. Donc c'est des questions très faciles sur la santé. Et l'idée, c'est de voir si tu peux répondre à tout. Et puis, je pense que je ferai un petit tableau entre toutes les personnes avec qui je vais échanger pour voir qui est le meilleur. Oh, purée, la pression. Est-ce que tu es prête? Non. Alors, quelle vitamine obtenons-nous principalement du soleil? La vitamine D. Oh, bravo. Quel est l'os le plus long dans le corps humain? Je dirais le fémur. Bravo, très fort. Quelle partie du corps est affectée par la gingivite? Les gencives. Oh, elle est forte. Quel est le terme médical pour les maux de tête? Migraine. Céphalée, je dirais. Oh, très fort, pour l'instant on est à 4 sur 4. À quelle fréquence le cœur humain moyen bat par minute au repos? 70. Très bien. Combien de types de groupes sanguins existent-ils? Alors, avec les résus ou... Non, on va dire 4. 4, très bien. Quel est l'organe responsable de la production d'insuline? Le pancréas. Combien de lobes possède le cerveau humain? 4. Très fort. Quel est le plus grand organe interne du corps humain? L'organe le plus grand, la peau? Du coup, interne, c'était le foie. Et du coup, effectivement, c'était la peau. C'était la question d'après. Donc, tu y as répondu. C'est impeccable. Et voilà, c'est impeccable. On est à 10 sur 10. Et j'ai pas merdé sur les... Oui, non, pardon, les lobes. Non, les lobes, c'est ça, t'en as dit 4. C'était bon, très, très bon. Parfait. C'est sorti tout seul façon QCM. Oui, ok, très bien. C'est l'entraînement médecine. Bon, voilà. Je vais complexifier mes questions parce que j'avais peur de mettre des gens en difficulté pour pas que tu bugs. Et là, la crédibilité, d'un coup, c'est... Ça va, je suis crédible. Non, c'est impeccable. C'est bon. Le diplôme de médecin est validé. Merci pour les réponses à donner en avant. Non, je plaisante. Et allez, deux, trois questions pour terminer. Si tu étais un super-héros, tu serais qui? Bonne question. Alors, c'est forcément... comment dire? C'est un héros de comics, quoi. Irréel, tu veux dire. Enfin... Ça dépend. Moi, je sais que je posais cette question sur mon autre podcast avec des entrepreneurs santé. Et pour moi, la question, elle peut être des gens réels ou des gens qui sont des héros pour nous, tu vois. Qui sont des héros pour nous. On a sorti des choses, des fois on m'a sorti des dingueries, des fois on m'a sorti des trucs incroyables. Alors, plutôt dans l'ordre du rêve, tu vois, dans l'image qui sort de certaines personnes. Moi, j'aime bien cette idée, tu sais, un peu Frida Kahlo, ou tu vois, les héros... Enfin, je sais pas, j'aime bien cette idée que... Tu
vois, par exemple, elle, de son vivant, elle aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, il y aurait sa tête sur toutes les vaisselles et sacs et machin du monde, tant elle a eu d'impact, tu vois, sur le côté féministe et tout. Bon, quoique, elle a pas une vie cool. Mais tu vois, j'aime bien cette idée aussi que ça reste, quoi. Laisser marquer un peu. Laisser une trace. Laisser une trace, ouais. Autre grosse question qui fait presque la conclusion parfaite de cet épisode de podcast. Si je piratais tes réseaux, quels conseils tu me donnerais pour les continuer à les faire vivre et les faire progresser? Waouh, si tu devais reprendre finalement. Si je vais reprendre, ouais. Eh ben, d'être peut-être sincère, tout simplement. De faire preuve de bienveillance et de sincérité. J'aime bien l'idée aussi de dire, tu sais, il n'y a pas de mauvaises questions. Parce que des fois, les gens n'osent pas, donc le prendre comme ça. Voilà. Ok. Et la dernière question, est-ce que tu as un mot à dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui vont se précipiter sur tes réseaux après cet épisode, parce qu'on va mettre forcément les liens vers ceci. Est-ce que tu as un mot à leur dire? Bienvenue. Bienvenue, prenez soin de vous. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, j'ai envie de dire, voilà, on vit qu'une fois, donc soyez heureux et entourez-vous de gens bienveillants. Éloignez-vous de ceux qui sont un peu chiants et voilà, profitez. Eh ben, on retiendra ça. Profitez. Merci beaucoup, Laure, d'être passée sur Parasympathique. Merci à toi. La dernière question, du coup, tu me recommandes qui pour le prochain épisode? Tiens, Océane, on en a parlé. Ouais. Impeccable. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.